Bonjour à tous. Effectivement, donc, je vais vous parler de ces anticoagulants oraux directs qu'on appelle plus nouveaux anticoagulants. Ça fait 5 ans qu'ils sont sur le marché, donc il y a un moment donné, il faut arrêter. Et donc on les appelle aujourd'hui anticoagulants oraux directs, et c'est lié finalement au mécanisme, puisque ces anticoagulants sont originaux. Ce sont la première génération d'anticoagulants qui va se fixer directement sur le facteur de la coagulation concernée. Tout ce que l'on avait jusqu'à présent, ce sont des cofacteurs. L'héparine, ça agit sur l'antithrombine pour aller se fixer sur le facteur 10. Et puis les antivitamines K, évidemment, on passe par la vitamine K. Donc là, c'est très original, c'est une inhibition directe. Alors, quand on parle d'embolie pulmonaire et de traitement anticoagulant oraux direct, il faut d'abord définir chez qui on va pouvoir mettre en place ces traitements. Et là-dessus, il y a maintenant des travaux et des recommandations qui ont été très bien actualisés ces dernières années. Et pour stratifier le risque, évaluer le risque de décès d'une embolie pulmonaire, eh bien, il y a des paramètres très simples, évidemment, la tension artérielle, le score PESI simplifié de manière, et puis éventuellement la dysfonction ventriculaire droite, et puis les biomarqueurs troponine et BNP. Alors ça permet d'envisager 3 grandes catégories de situations à risques différents. Et puis on va attaquer par la plus sévère, presque la plus facile. Quand c'est sévère, c'est presque assez simple. Alors, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Ici, on est dans une situation où là, il faut réaliser la thrombolyse. On voit qu'il y a une réduction très importante du risque de décès et de récidive. Certes, il y a un risque hémorragique accru, mais on va surtout décéder et récidiver. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de remise en cause de ces résultats issus d'une méta-analyse. La thrombolyse est recommandée en première intention chez ces patients en choc, et on dit que ce sont des patients à haut risque. Alors, voilà, ça c'est ce schéma-là, ça se passe en réanimation, c'est des patients très particuliers, c'est moins de 5% des cas. Et puis, une fois que le patient, si on n'est pas dans ce cas-là, là on a le temps de réfléchir un peu, et c'est là où on va pouvoir appréhender ce fameux score PESI. Alors ce score PESI simplifié, il est très simple à retenir, 80, 90, 100, 110 cc. Ça permet de le retenir de tête très facilement, et ça permet très vite de catégoriser les patients comme à risque très faible de décès à 1 mois. Et on verra évidemment que c'est chez ces patients-là qu'on pourrait envisager une prise en charge ambulatoire, c'est-à-dire une sortie précoce de l'hôpital dans les 24-48 heures. Et lorsque vous avez un de ces critères-là, eh bien, à ce moment-là, le risque de décès est bien plus élevé. Et c'est ces patients-là qui vont se situer dans une situation à risque intermédiaire. Alors, si on voit un petit peu comment ça se passe, eh bien, vous voyez que lorsqu'il n'y a pas de choc, que le score PESI simplifié est égal à 0, la mortalité est très faible, et là, ici, les recommandations, c'est bien sûr un traitement anticoagulant, avec une sortie précoce au cours des 24 premières heures. Ce n'est pas une consultation, mais le traitement anticoagulant, il repart. Il est adressé à l'hôpital, on fait les examens, on s'assure que c'est bien une embolie pulmonaire, on s'assure que la mise en route du traitement est bien faite, et si le patient, en plus, il faut qu'il y ait un soutien familial, il faut que le patient ait un minimum de compréhension de ce qui se passe, à ce moment-là, on peut envisager une prise en charge ambulatoire. Alors l'ambulatoire, ça se passe bien quand on regarde sur cette méta-analyse, vous voyez que les patients soient hospitalisés moins de 24 heures, 3 jours ou plus, on est sur des risques de décédés qui sont très faibles, des risques de récidive thrombolytique très faibles et des risques de saignement très faibles. Ça se passe plutôt bien. Et les conditions, c'est évidemment ce score SPSI égal à 0. Lorsqu'ils ont eu des scanners, on vérifie qu'il n'y ait pas une dilatation du ventricule droit. Ça peut arriver parfois, même sur des embolies pulmonaires très bien tolérées. Chose importante aussi, c'est qu'un patient qui a mal au moment de l'embolie pulmonaire aiguë, eh bien, si la douleur n'est pas contrôlée, il va revenir dans les 24-48 heures. Ça, c'est important, c'est très angoissant en plus, cette douleur, surtout dans les embolies pulmonaires distales, périphériques, de petite taille, c'est celles-là qui font mal, et parfois très très mal, et surtout chez les jeunes aujourd'hui. Et donc, ça, il faut contrôler la situation. Il y a aussi, évidemment, la compliance au traitement et la confiance du patient en une prise en charge ambulatoire. Et là, encore une fois, on voit chez des jeunes femmes, il peut y avoir une certaine angoisse à se dire « mais vous me faites sortir alors que j'ai une embolie pulmonaire ». Donc il faut s'assurer
que derrière, ils ont confiance en ce type de prise en charge. Donc il faut que le patient aussi soit bien en phase avec vous. Il ne faut pas qu'il y ait de maladies graves associées, et puis il est très important d'avoir défini dans vos centres référents, que ce soit public ou privé, dans une structure hospitalière référente, il faut qu'il y ait au moins un médecin bien rodé, bien spécialisé dans cette affaire-là, pour verrouiller un petit peu les conditions de sortie du patient si on fait une sortie précoce. Il faut pouvoir revoir ses patients dans les 3 jours, s'assurer que ça se passe bien. Donc comme toujours, l'ambulatoire, c'est bien pour les patients, c'est plus compliqué pour nous. Il ne faut pas se dire que l'ambulatoire, c'est d'abord, en termes d'économie de santé, oui, ça peut être très bien, mais on voit bien que c'est des affaires compliquées. Mais pour le patient, c'est très bien. Mais attention, pour nous, il faut qu'on verrouille bien les choses. Alors évidemment, cette catégorie-là, qui évidemment est susceptible de bénéficier des anticoagulants oraux directs. Mais je vais revenir après aux anticoagulants oraux directs, parce qu'on n'a pas encore tout à fait défini la population qui va bénéficier de ces traitements-là. Là maintenant, ces patients-là, ils ont un score SPSI strictement supérieur à 0, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle vraiment le risque intermédiaire, une mortalité entre 3 et 25%. Et là, il y a l'aide de ces paramètres-là. La dysfonction ventriculaire droit, c'est-à-dire la dilatation du ventricule droit, en gros, avec un rapport ventricule droit, ventricule gauche supérieur à 1 ou supérieur à 0,9. Et vous voyez que c'est un facteur de risque de mortalité sur tous les gros travaux qui ont été réalisés, de même que la BNP et la troponine, qu'on appelle donc les biomarqueurs. Et donc, là, en fonction de la présence ou de l'absence de ces anomalies, eh bien, on va définir une première catégorie. Soit il n'y a ni dysfonction, ni élévation des biomarqueurs, et c'est juste le SPSI qui est strictement supérieur à 0. Soit il y a une dysfonction ventriculaire droite ou une élévation des biomarqueurs, mais pas les deux. Et à ce moment-là, on parle de risque intermédiaire faible, et ça, c'est les patients qu'on voit à l'hôpital. C'est le patient qui est facilement adressé à l'hôpital. Et si on cumule un petit peu ces deux catégories-là, ça représente plus de 80% des patients très largement. Et donc, la population susceptible de bénéficier, de recevoir ces traitements anticoagulants oraux directs, eh bien, ce sont ces patients à faible risque et les patients à risque intermédiaire faible. Alors, l'anticoagulation, je ne vais pas m'étendre sur les AVK, qui sont utilisés depuis plus de 60 ans, avec un système d'injection d'héparine et un relais très précoce par AVK. Alors, ça, pour l'instant, en France en tout cas, on ne va pas le voir de sitôt, puisque le dabigatran à l'AMM n'est pas le prix de remboursement, et les doxabans, on va aller sur le même schéma. Mais c'est une des stratégies qui a été choisie avec ces traitements-là, c'est de faire d'abord un traitement par héparine de bas poids moléculaire pendant 5 jours minimum, et ensuite relais avec une dose d'entretien, d'emblée la dose d'entretien. Et il y a une deuxième stratégie qui a été envisagée. Cette fois, c'est avec le rivaroxaban et la pixaban, que vous connaissez probablement mieux en pneumologie, puisqu'ils ont l'AMM. Le rivaroxaban, on commence d'emblée sans pré-traitement par une HVPR, avec une dose de charge à 15 mg x 2 par jour pendant 21 jours, et un relais à 20 mg par jour, une fois par jour, en dose d'entretien. La deuxième alternative, c'est la pixaban. C'est 10 mg x 2 par jour pendant 7 jours, et ensuite, on passe à une dose d'entretien de 5 mg x 2 par jour. Et je reviendrai sur ce qui se passe au-delà de 3 à 6 mois, sur les effets doses. Pour l'instant, on est sur les phases des premiers mois de traitement. Alors, les anticoagulants oraux directs, c'est une dose fixe, c'est une concentration dans l'heure, c'est tout de suite efficace. Et c'est une demi-vie d'environ une dizaine d'heures, ce qui veut dire qu'au bout de 24-36 heures, il n'y a quasiment plus de traitement. Donc il faut arriver à comprendre qu'il ne faut pas comparer les AOD aux AVK, ça n'a pas de sens. Les AVK faut 5 jours avant que ce soit actif, 5 à 7 jours avant que ce soit plus actif. Donc heureusement qu'on avait des antidotes pour les AVK, on comprend bien qu'avec un truc aussi lourd que ça, il fallait. Mais là, les AOD, c'est comme si on avait des HBPF PEROS. Il faut le penser comme ça. C'est pas le même mécanisme qu'une HBPM, mais ça se manipule aussi facilement qu'une HBPM. Quand vous mettez une HBPM pour un patient qui a une thrombose avec le cancer, vous n'êtes pas trop gêné, ça se passe assez bien, vous voyez que c'est facile. C'est la même chose en fait avec les AOD, c'est comme si c'était des HBPM.
Alors après, il y a des antagonistes, il y en a un qui a l'AMM pour le dabigatran, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va vraiment s'en servir, ça coûte très cher, ça a juste servi à rassurer d'une part les médias et les agences de médicaments, mais ça n'a quasiment aucune utilité. Et hop. Ensuite, la Dexanet, c'est à peu près le même topo, il n'a pas encore l'AMM, mais il l'aura, il y aura la pression des médias, il y aura la pression des agences du médicament, et on ne sait pas exactement où on va le prescrire. Pourquoi? Une fois de plus, je vous ai dit, c'est une demi-vie très courte. Quand on fait le point des autres anticoagulants, en fait, le PPSB pour les AVK, il est exceptionnellement utilisé dans les services d'urgence. Ensuite, quand on utilise la vitamine K, il vous faut 8 à 12 heures avant que ce soit actif. Ensuite, à ma connaissance, le Plavix, si on prend ça par exemple, l'antiagrégant, de mémoire, ça ne fait pas moins saigner, il n'y a pas d'antidote. Et en plus, quand vous le prenez, c'est actif pendant 5 jours. L'aspirine, pareil. Donc le fait de ne pas avoir d'antidote avec des médicaments, c'est d'abord quasiment la norme, c'est quasiment la majorité des traitements. Mais au-delà de ça, on se trouve avec des situations là où on ne sait pas ce qu'on va en faire. Parce qu'un malade qui a une hémorragie intracérébrale, que vous l'antagonisiez ou pas, s'il doit mourir, il mourra. Ça n'a jamais démontré une réduction de mortalité. Donc il mourra simplement avec l'antidote. Alors la dernière chose, c'est un point très important, c'est les interactions médicamenteuses avec les médicaments qui agissent sur cytochrome 3 à 4, et notamment ça concerne vraiment des traitements comme la rifampicine, le phénobarbital, les azolés, tous les médicaments antiprotéases du patient HIV, et puis la plupart des macrolides, sauf l'azithromycine. L'azithromycine ne va pas sur cytochrome 3 à 4, donc on peut utiliser l'azithromycine qu'on aime bien pour nos patients avec dilatation des bronches. Alors ça c'est important, il n'y a pas de... On est très clair au niveau national, il ne faut pas moduler les doses, comme ça peut être proposé ou quoi que ce soit, vous évitez l'association. Et donc s'il faut mettre un traitement qui agit sur cytochrome, là ici, un inducteur, vous ne mettrez pas d'OD. Point. Il n'y a pas d'adaptation des doses à faire, même si c'est marqué sur le Vidal, on n'est pas là pour raconter ce que fait le Vidal, et le Vidal n'a jamais été une science. Enfin, la créatinine, ça aussi c'est très important, et vous allez me dire une fois de plus, j'ai une dent contre le Vidal, j'ai une dent contre personne, mais j'aime pas ce qui est faux. Et donc, il y a une contre-indication majeure à prescrire ces traitements pour une clairance de créatinine en dessous de 30 ml/min selon Cockcroft. Et c'est Cockcroft et c'est pas MDRD. Alors le Cockcroft c'est très simple à calculer, c'est 140 mois l'âge fois le poids, et vous divisez par la créate, et d'entrée de jeu en faisant ce calcul vraiment de tête, c'est très vite, vous savez si vous êtes du 30 ou pas. Et puis il y a un petit facteur de correction par un 23 ou un 0,4 selon qu'on est un homme ou une femme. Et donc là c'est très important, alors que le Vidal laisse une porte en disant entre 15 et 30, éventuellement ça peut se discuter. Non, c'est archi faux, les patients n'ont été inclus que pour des créates au-dessus de 30 minutes. De même que la fameuse adaptation de dose entre 30 et 49 minutes de clairance pour le rivaroxaban par exemple. On fait 15 fois 2 par jour et on propose au-delà de faire 15 au lieu de 20 mg par jour. Ça ne repose sur rien. Donc il ne faut pas le faire. C'est idiot. En plus, la phrase magique, c'est de dire, si vous pensez que votre patient est à risque hémorragique, alors on peut discuter de décroître la posologie du traitement d'entretien. Ah bah oui, si on pense que le risque hémorragique est supérieur au risque thrombotique, peut-être qu'il faut juste arrêter le traitement, pas en mettre. Enfin, donc là, on est dans des situations, il faut faire très simple. On ne prescrit ces traitements qu'au-delà d'une clairance de la créatine, au-dessus de 30 ml selon Cockcroft. Alors les résultats, c'est une non-infériorité qui est parfaitement démontrée sur tous les anticoagulants directs comparés à la warfarine. Ensuite, pour les hémorragies graves, eh bien, on a en méta-analyse une réduction de 30-40%, et on voit que ça concerne essentiellement les molécules, donc c'est ici, Amplify, c'est l'apixaban, et puis Einstein ici, c'est le rivaroxaban. C'est les deux traitements qui effectivement ont démontré une réduction sur les hémorragies graves dans la maladie chronique veineuse. Mais le résultat sans doute le plus important, c'est ici. C'est cette réduction de plus de 50% du risque d'hémorragie intracérébrale. Ça concerne n'importe quel anticoagulant oral direct. C'est aussi bien sur les essais de la maladie chronique veineuse que de la F1. Donc c'est une donnée absolument majeure. C'est 30% de décès pour une hémorragie cérébrale. Donc vous voyez bien que si on évite, si on réduit ce risque de façon très significative, il y a des enjeux de santé publique. Ensuite, pourquoi on a fait des doses modifiées à la phase initiale?
Je vous rappelle ici ces études avec l'hydraparinux, où lorsqu'on commençait l'hydraparinux, qui était donc une sorte de pentasaccharide, c'est un pentasaccharide, mais à très longue demi-vie, qui ne verra pas le jour sur le marché. Mais enfin, quand on débutait le traitement expérimental ici dans la phlébite, comparé aux AVK, on n'avait pas de différence. Par contre, dans l'embolie pulmonaire, il y avait plus de récidives s'il n'y avait pas d'intensification de traitement. Et ce qui veut dire aussi, on le sait, une embolie pulmonaire, c'est même plus grave qu'une thrombose veineuse profonde, il faut être potentiellement plus agressif. Et donc, cette étude-là a été refaite, et vous voyez, ils ont fait de l'énoxaparine pendant 5 jours, et ensuite ils ont commencé le traitement expérimental, et puis versus l'énoxaparine avec elle. Et vous voyez que là, vous régularisez complètement, les courbes, du coup, là, il n'y a plus de différence du tout. Donc c'est un peu basé sur ce type de résultat. Avec le Ximélégatran, qui a été retiré du marché il y a 10 ans, on avait la même observation. Et donc vous avez soit ce type de schéma, 5 jours par HBPM, et ensuite vous relayez par le dabigatran à dose d'entretien, et vous voyez que les courbes sont totalement superposées, il n'y a pas de différence sur les récidives. Les doxavants, c'est la même stratégie, pas de différence. Par contre, avec le rivaroxaban, là, on ne met pas d'HBPM avant, mais on augmente la dose de l'AOD avant, pendant 21 jours ici, et vous voyez que les courbes sont totalement superposées dans l'embolie pulmonaire. Dans la thrombose veineuse profonde, avec presque une petite tendance à un bénéfice dans le rivaroxaban. Et puis avec l'apixaban, pareil, on commence d'emblée, et vous voyez que là aussi, plutôt petite tendance en faveur de l'AOD, en tout cas pas de différence significative, et surtout pas de perte d'efficacité, au contraire. Et puis enfin, quand on regarde entre EP et TVP, eh bien, il n'y a aucune hétérogénéité, et donc ici, on voit bien que ces anticoagulants oraux directs ne déméritent pas du tout dans l'embolie pulmonaire par rapport au TVP, on a strictement la même efficacité. Donc, les recommandations de l'ESC 2014, c'est de les positionner en traitement alternatif. Et puis, vous voyez qu'ici, on a eu 2 ans plus tard, en janvier dernier, le consensus de la CCP, dans le CHEST. Et là, cette fois, on positionne ces anticoagulants oraux directs en première intention par rapport aux AVK. Alors, avec un grade 2B, et puis je vous rassure, nous en France, on va réécrire les recommandations, et on va mettre sûrement un grade. On va voir, est-ce qu'on met 2A, un B, on va réfléchir, mais il est bien évident qu'aujourd'hui, sur les essais, notamment de vraie vie académique, je ne parle pas des essais de vraie vie de laboratoire, qui sont tout de même toujours un peu biaisés, mais on a maintenant des signaux extrêmement rassurants, et vraiment on est consistant sur cette réduction du risque hémorragique, notamment intracérébral et des hémorragies. Alors, juste pour finir mon petit schéma, parce que bon, il fallait aller jusqu'au bout, ici, lorsque vous avez la distinction droite et les biomarqueurs augmentés, à ce moment-là, on est dans le contexte d'embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé. Alors ça, c'est des patients qu'on va mettre en soins intensifs. Voilà, il ne faut pas les mettre dans un service hospitalier, ils n'ont pas besoin non plus forcément de la réanimation. Bon, après, on fait avec les structures qu'on a en local, mais c'est typiquement le soin intensif et le malade va être monitoré. Alors, on a regardé dans les CPITO de Guy Meyer, publié il y a maintenant 2 ans, on a regardé si thromboliser ces patients d'emblée, c'était intéressant. Alors c'est vrai que sur la mortalité et le risque de passer en choc, il y a un effet qui est bénéfique, mais quand on décompose le critère, il n'y a pas d'effet sur la mortalité. C'est un effet global, mais en gros, c'est surtout que s'il devait aller en choc, on évite mieux le passage en choc. Mais par contre, le problème, c'est un risque multiplié par 4 d'hémorragie grave, et puis surtout le risque d'hémorragie intracérébrale qui est beaucoup trop élevé. Donc chez ces patients, entre guillemets, le jeu n'en vaut pas la chandelle, parce qu'il n'y a pas de réduction sur la mortalité uniquement, et on leur fait courir un risque trop important de saignement intracérébral, particulièrement chez des sujets de plus de 70-75 ans. Donc, les recommandations, c'est de ne pas utiliser la thrombolyse en première intention. On monitore ces patients de façon rigoureuse, et puis évidemment, s'ils s'aggravent et qu'ils passent en choc, là on les thrombolysera, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, on bascule dans un autre monde. Et puis, enfin, ce sous-groupe de l'étude Okusai, qui n'est qu'une donnée de sous-groupe, voilà, vraiment, il faut le prendre avec des pincettes, mais il y avait sur 8000 patients, vous voyez un peu la taille de ces études, 938 patients avec une embolie pulmonaire dite sévère, avec notamment une élévation des BNP. Et vous voyez qu'ici, l'édoxaban par rapport aux AVK, on avait un risque de récidive qui était 2 fois moins élevé. Donc encore une fois, c'est étude de sous-groupe, et donc il faut le prendre avec des pincettes. Mais ça nous fait dire que chez ces patients qui ont une embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé,
Alors ils ne sont pas en choc, mais ils ont un gros VD, ils ont les biomarqueurs augmentés. Eh bien, vous mettez un traitement par héparine de bas moléculaire ou héparine non fractionnée au départ. Vous les surveillez comme le lait sur le feu. Et puis, une fois que ça commence à bien se passer, la disjonction droite est en train de s'améliorer, les biomarqueurs se normalisent, il y a peu d'apport en oxygène. Eh bien, vous allez organiser soit le switch avec un overlap avec les ADK, mais sinon, vous pouvez tout à fait relayer par du rivaroxaban ou de la pixaban. En l'occurrence, c'est les seuls qui ont l'AMM en France. Et puis, dans les pays où il y a l'AMM, eh bien, dabigatran et d'oxaban, mais il faut qu'il y ait eu 5 jours minimum d'héparine bas-moléculaire. Mais voilà les schémas. Une fois que les patients sont stabilisés, on peut faire le relais par AOD. Voilà, donc pour ces AOD dans l'embolie pulmonaire, à la phase initiale, on va passer à la durée de traitement. C'est aussi efficace et moins dangereux que les AVK en termes de risque hémorragie grave. Évidemment, ça facilite la prise en charge de l'embolie pulmonaire en ambulatoire, mais attention, il faut une organisation médicale très solide pour éviter qu'il y ait des retours de bâton sur ces prises en charge ambulatoires. Alors la durée optimale de traitement, tout de même, ça aussi c'est l'autre enjeu, parce qu'on vous dit qu'il y a les AOD, ça fait moins saigner, alors du coup, est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on peut se lâcher? Est-ce qu'on peut les mettre plus souvent au long cours? Ou est-ce qu'il y a encore des histoires de durée de traitement? Là, un petit rappel, quand même, donc, les patients qui ont une embolie pulmonaire provoquée par un facteur de risque majeur, comme la chirurgie, la grossesse, eh bien, vous voyez que les taux de récidive sont très faibles lorsqu'on arrête le traitement dans l'année qui suit, alors que lorsque vous avez un petit facteur mineur, comme l'avion par exemple, donc si je fais ma phlébite tout à l'heure, vous voyez que j'ai quand même un taux de récidive qui n'est pas négligeable. Mais c'est un facteur mineur, s'il faut prendre l'avion pour faire une phlébite, c'est qu'on la fera pour autre chose, d'accord? Par contre, quand vous avez une chirurgie de hanche lourde, là, si vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est sûr, les gens vont l'avoir dans 80% des cas, la phlébite. Et puis, lorsqu'il n'y a strictement aucun facteur, là, c'est vraiment la thrombose non provoquée du tout. Vous voyez que les taux de récidive sont donc élevés, et ce qu'on sait maintenant, c'est que les femmes qui ont développé une embolie pulmonaire dans un contexte œstroprogestatif, eh bien, lorsque vous arrêtez l'œstroprogestatif, le taux de récidive est très faible au décours. Et globalement, évidemment, par rapport aux hommes, eh bien, on voit que là, les hommes sont à haut risque. Alors, comment ça s'agence? Ça permet d'avoir une définition de ce qu'on appelle la maladie chronique veineuse non provoquée par un facteur majeur, la chirurgie dans les 3 mois, les traumatismes des membres inférieurs dans les 3 mois, l'hospitalisation pour une affection médicale avec au moins 3 jours d'immobilisation dans les 3 derniers mois, et puis les œstroprogestatifs et la grossesse. Et puis quand on parle de thrombose, de maladie chronique veineuse non provoquée, ça exclut les situations du cancer qui est une situation très à part, et je ne l'aborderai pas là en plus puisque les AOD ne sont pas indiqués actuellement dans ce contexte. Alors voilà, 3 situations. C'est provoqué par un facteur majeur, je récidive peu, 3 mois de traitement sont suffisants. J'en suis déjà à mon deuxième épisode non provoqué. Eh bien là, les taux de récidive sont très élevés, on va traiter à vie, c'est-à-dire non limité. Et puis la situation intermédiaire, c'est sur le premier épisode non provoqué, qu'est-ce qu'on fait? Éternelle, sempiternelle question, est-ce que je fais 6 mois? Alors, je préfère faire peut-être 1 an ou 2, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on avait ces 2 études-là, jusqu'à présent, pour essayer de s'orienter, ces études WODIT, où on comparait 3 et 12 mois d'AVK en ouvert, sur des collectifs qui étaient quand même assez faibles. C'est des patients ici, il y a 267 et 180 patients, et finalement, on a des intervalles de confiance qui sont très larges, mais l'impression qu'on avait tout de même, c'est que finalement, traiter 3 mois ou 1 an, ça ne changeait pas fondamentalement la donne. Alors c'est pour ça qu'on s'est attelé à ce travail-là en France et qu'on l'a publié il y a 1 an. Là, on a pris des patients, 374 patients avec un premier épisode d'embolie pulmonaire non provoquée. Ils ont été traités 6 mois par AVK, et ensuite ils ont été randomisés à recevoir 18 mois de warfarine versus 18 mois de placebo avec un véritable mécanisme de double aveugle. Et ensuite, une fois l'arrêt de traitement fait, une fois que le traitement était stoppé, on les suivait encore pendant 2 ans pour voir finalement, parce que c'est ça la question essentielle, c'est est-ce que d'avoir traité 2 ans plutôt que 6 mois au total, est-ce qu'on avait vraiment une amélioration du pronostic? Eh bien voilà les courbes, et elles sont un peu sans appel. Lorsqu'on regarde le critère composite, qui était le risque de récidive ou d'hémorragie grave, eh bien on voit qu'on a une réduction de risque de 80% tant qu'on maintient le traitement à l'étude, d'accord? C'est très efficace, évidemment, et je rappelle que c'est hémorragie, c'est récidive et hémorragie. On avait mis ça sous forme d'un critère combiné, et c'est en intention de traiter.
Mais lorsqu'on stoppe le traitement à l'étude, vous voyez que petit à petit, les courbes se rejoignent, elles ne sont plus du tout significatives, et on a totalement perdu le bénéfice de l'allongement de la durée de traitement après 2 ans de traitement. Et quand on regarde ce qui se passe sur les récidives précisément, eh bien 90% de réduction de risque de récidive tant que vous maintenez le traitement anticoagulant en intention de traiter, en pair protocole, c'est 0 récidive. Vous arrêtez le traitement à l'étude et les courbes se rejoignent et petit à petit vous perdez complètement le bénéfice de l'allongement de la durée de traitement. Donc, il y a un effet, évidemment les traitements anticoagulants c'est très efficace pour réduire les récidives, tant que vous maintenez le traitement, mais lorsque vous stoppez le traitement, vous perdez le bénéfice de l'allongement de la durée de traitement. En plus, on a montré que ces récidives étaient, dans 80% des cas, à nouveau sous la forme d'embolie pulmonaire non provoquée, d'accord ? Donc ils récidivent pareil qu'ils ont commencé. Avec la même mortalité, le même risque de décès. C'est 8-10% aujourd'hui la mortalité d'une embolie pulmonaire sur les registres. Et donc on n'influence pas du tout la présentation clinique. Donc, ça renforce les recommandations d'allonger la durée de traitement pour une durée non limitée chez ces patients. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est, voilà, on n'a que 2 choix quand on a un patient qui fait de la électrolyse veineuse. Soit on traite court, 3 voire 6 mois maximum, on peut toujours bricoler sur la nuance entre 3 et 6 mois, mais c'est soit 3 voire 6 mois ou non limité. Ça ne sert à rien de les prolonger à 1 an, 2 ans, en se disant « Ah mais moi je pense quand même que ça serait mieux ». On peut toujours penser et croire, mais voilà, les faits scientifiques nous montrent que ça sert à rien. Alors après, on peut un petit peu moduler les choses, on voit que les hommes récidivent peu, on voit quand vous avez des petits facteurs provoquants quand même, comme l'avion, des choses comme ça, l'avion de plus de 6 heures, ça récidive un peu moins. La thrombophilie, ça sert à rien, le facteur 5 Leiden n'a jamais été un facteur de risque de récidive, d'accord? C'est pas une maladie génétique, c'est une variation de la normale, c'est 5% de la population générale qui en est porteuse, donc si c'était une maladie, je pense qu'on aurait du souci à se faire. Les 2 seules thrombophilies qu'il faut chercher, si vous devez en tenir compte, parce qu'elles changent la donne, c'est les antiphospholipides et le déficit en antibiotiques. Là, vous avez ça, ok, on va allonger indéfiniment la durée de traitement. Après, tout le reste, on ne sait pas. Les dédimères, c'est pas discriminant, ça n'est pas discriminant, il ne faut pas faire les dédimères répétés, ça ne sert à rien, puisque même avec des dédimères négatifs, on récidive. Les scores cliniques ne sont pas validés, et puis les séquelles perfusionnelles et phlébiques, pour l'instant, c'est douteux. Et puis, la deuxième chose, c'est, voilà, lorsqu'on a fait une embolie pulmonaire, vous voyez que le risque de décès par récidive après l'arrêt de traitement, eh bien finalement, il va être longtemps supérieur au risque de décès lié à un saignement grave lorsqu'on maintient le traitement. D'accord ? Et vous voyez que pour la phlébite, par contre, c'est pas tout à fait vrai. Donc c'est important de séparer embolie pulmonaire et phlébite, mais comme vous êtes pneumologue, vous êtes convaincu ici. Et on voit bien qu'ici, a fortiori dans l'embolie pulmonaire non provoquée, on est bien ici dans une situation où il est plus favorable de maintenir le traitement. Et puis on voudrait évidemment réduire le risque de saignement, et c'est là où les AOD évidemment peuvent être très intéressants. Mais vous allez voir, les résultats sont malgré tout un peu décevants, à mon sens. Alors il y a 2 situations, et là-dessus c'est très important, parce que ces essais, évidemment on en parle beaucoup aujourd'hui. Alors c'est très important de comprendre comment ils ont été faits. Il y a une première situation, c'est qu'il y a une indication très claire à maintenir le traitement anticoagulant pour une durée non limitée. Ça, c'est la première type de population. Et il y avait un deuxième cas de figure qui était, alors chez les gens chez qui on ne sait pas trop, est-ce que c'est intéressant de prolonger les traitements? Voilà, si je simplifie. Hein. Alors ça, c'est les patients à risque, c'est le programme REMEDY, où les patients ont eu un traitement d'abord de 3 à 12 mois, et ensuite ils sont randomisés à recevoir le dabigatran versus warfarine pendant 18 mois minimum, en double aveugle, c'est bien fait. Hein. Là, c'est des patients vraiment au risque, hein. Ils sont à 2 épisodes idiopathiques, enfin, c'est des gens chez qui on ne doute pas un seul instant qu'il faut allonger la durée de traitement. Et vous voyez que sur le taux de récidive, c'est identique. Sur les hémorragies globales, oui, il y a une petite réduction sur les hémorragies mineures, mais par contre, il n'y a pas de réduction sur les hémorragies majeures. Et puis ensuite, il y a une moins bonne protection coronarienne avec les anti-2, hein, et le dabigatran est un anti-2 comme le ximélégatran qui a été retiré du marché, et donc finalement, on a un petit souci tout de même chez les coronariens. Donc finalement, un résultat qui n'est pas extrêmement, qui n'est pas complètement convaincant. Donc j'en viens au programme Amplify, qui conceptuellement est très intéressant, puisque l'objectif ici, c'était de comparer une demi-dose d'apixaban au long cours ou une pleine dose d'apixaban au long cours versus placebo chez des patients chez qui
on ne savait pas s'il fallait, chez qui le médecin se posait la question d'allonger ou pas la durée de traitement. D'accord? Ce n'est pas des patients chez qui on est certain qu'il faut allonger la durée de traitement. Ils n'ont pas tous des thromboses idiopathiques. C'est quand on ne sait pas, est-ce que de mettre un peu quelque chose ou quelque chose à plein, ça fait mieux que rien du tout. En gros, c'est ça, si je simplifie. Alors, évidemment, ils ont tous été traités 6 à 12 mois avant, et la période de suivi, c'est 12 mois. Alors, quand on regarde les résultats, évidemment, on voit bien que chez les patients qui ont quand même un potentiel de risque, mettre un peu d'anticoagulant ou la pleine dose, ça marche beaucoup mieux que du placebo. Bon, on n'est pas très surpris là-dessus. Par contre, il faut être rigoureux. L'étude ne compare pas directement une demi-dose avec une pleine dose. C'est-à-dire que l'étude n'est pas calibrée pour vous dire, pour vous démontrer qu'une demi-dose, c'est non inférieur à une pleine dose. Et à qui je pense à ça, c'est le contexte de l'embolie pulmonaire idiopathique récidivante sévère. Je ne sais pas si chez ce patient-là, il faut le mettre à demi-dose. La deuxième chose sur le plan du risque hémorragique, d'une part, on n'a pas d'augmentation du risque hémorragique, mais alors là c'est quand même assez extraordinaire parce que la demi-dose ne fait pas plus saigner que le placebo, et finalement la pleine dose non plus. Il y a juste une tendance. On n'a quand même pas trouvé aujourd'hui les anticoagulants qui font pas saigner. Donc, bon, il faut garder vraiment, il faut être prudent. Et puis on a un placebo qui saigne beaucoup dans cette étude. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Il saigne beaucoup parce qu'on saigne dans la vraie vie. Mais il faut bien comprendre encore une fois que ce qui nous intéresse ici, c'est est-ce que la mi-dose d'apixaban, ça fait moins saigner que la pleine dose? Or, ça ne sort pas. Donc, je reprends l'équation globale. Ce qui nous intéresse chez des patients à haut risque de récidive, c'est de se dire, oui, il faut que je garde du traitement. Donc je veux un traitement qui fasse moins saigner et qui soit aussi efficace. Il faut démontrer la non-infériorité, c'est ce point-là, et il faudra démontrer qu'en plus ça fait effectivement moins saigner. Et qu'aujourd'hui, ce résultat, on ne l'a pas. Donc c'est très intéressant comme étude. C'est pas pour la démonter que je fais ça, c'est pour être critique et essayer d'aller au fond des choses. Parce que le concept, elle approche, mais elle n'y est pas tout à fait. Et puis, la CCP, vous voyez, a mis un grade 2C sur le fait de garder le traitement anticoagulant au long cours identique à celui qu'on avait choisi initialement. Enfin voilà, ils disent, vous voyez, j'aime bien ce commentaire, il faut toujours lire les commentaires plus que les repos. Ils disent bien que les niveaux de preuve sont très faibles, population hétérogène, faible durée de suivi, etc. Donc, sur le long terme, encore une fois, pour l'instant, le bénéfice des EOD reste à démontrer formellement. Et donc, si je conclue sur cet aspect de la durée de traitement, encore une fois, c'est traitement court ou non limité, il faut bien définir tous les paramètres qui permettent de déterminer la balance bénéfice-risque. La préférence des patients, c'est aussi un point qui est important. Il y a des patients qui vous disent, écoutez, moi je préfère les traitements connus depuis longtemps, et moi je présente toujours les deux options de traitement, encore aujourd'hui. Et le fait qu'on ait les AOD à disposition aujourd'hui ne change pas le raisonnement, à savoir est-ce que je dois prolonger ou pas la durée de traitement. Après voilà, c'est les propositions, c'est ce qu'on va affiner un petit peu dans les nouvelles recommandations. Premier épisode provoqué, c'est 3 à 6 mois, mais on ne fait pas plus. Premier épisode non provoqué, c'est on envisage, d'accord? Il faut pas, c'est pas dire tout le monde traitement à vie, c'est pas ça. C'est on est sur une optique plutôt traitement non limité, particulièrement chez les hommes, avec embolie pulmonaire, sans aucun signe, sans aucun facteur de risque. Chez les patients qui ont aussi un déficit d'antithrombine avéré démontré, et un antiphospholipide, un syndrome des antiphospholipides démontré, et c'est très difficile à démontrer, vous le savez, et bien traitement à vie aussi. Par contre, 3 à 6 mois, plutôt dans le cadre des thromboses veineuses profondes, si peu qu'il y ait un facteur mineur, et notamment chez les femmes. La récidive, c'est non limité. Le cancer, vous le savez, ici, là, on est sur une problématique tout à fait à part, je passe. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est valider les scores de récidive. Il nous faut valider des scores hémorragiques spécifiques aux patients qui ont une maladie chronique veineuse. Le Hasbled, par exemple, utilisé pour l'AFA, il n'a pas été validé dans la maladie chronique veineuse. Il faut aussi qu'on définisse un peu mieux tous ces facteurs de risque transitoires. Et je veux dire, particulièrement ici, je sais que c'est quand même un vrai problème quand même. Ces longs trajets en avion, quand même, on voit bien que ces patients vont faire des problèmes thrombotiques. Et puis enfin, on va mettre en place un gros essai européen. Bon, c'est beaucoup de travail pour arriver à mettre ça en place au niveau académique, et on va comparer une pleine dose anticoagulant versus une demi-dose anticoagulant chez des patients à haut risque de récidive. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Francis pour ce exposé très clair qui répond à énormément de questions pratiques. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces
anticoagulants directs. Oui. Il y a le micro. Ils sont là. Ah oui, on prend. Et à gauche. Juste une toute petite remarque dans votre catégorie 2. À un moment, vous dites que ce sont des patients qui n'ont pas besoin de beaucoup d'oxygène. Mais on n'a jamais entendu parler de gaz du sang avant. Les gaz du sang, en fait, ça sert à rien dans l'embolie pulmonaire, on est bien d'accord. Parce que votre patient, il est en choc. Le patient en Dans la risque. catégorie 2. Mais je vais y revenir. Votre patient est en choc. Donc là, pas la peine de perdre du temps à faire une gazométrie. Et puis surtout, on sait que lorsque vous avez fait la gazométrie, grâce à ça, vous aurez ensuite le saignement. La première cause de saignement sous thrombolytique, c'est d'avoir eu le trou de la gazométrie. Un patient qui a 6 de tension et qui est à 70% de saturation, la gazométrie ne sert à rien. La catégorie 2, encore une fois, la saturation, il n'est pas en choc. Donc déjà, c'est un premier point. Il n'est pas en choc. Ensuite, on peut mesurer la saturation. C'est largement aussi fiable. Et encore une fois, si c'est des patients qu'on va thromboliser, parce que qu'est-ce qu'on va regarder? Le niveau d'oxygène. La capille, on n'en a rien à faire, qu'elle soit diminuée ou autre. De toute façon, si se fatigue à ce moment-là, si on bascule dans un contexte de gravité, on a tous les examens, y compris le monitoring aujourd'hui, peut nous faire aussi la capille. Donc on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour éviter d'avoir recours à une gazométrie systématique qui ne sert à rien, ni sur le plan diagnostic, ni finalement sur le plan de la gravité pour ces malades d'embolie pulmonaire. Donc dans la majorité des cas, ça n'est pas à faire de façon systématique. Et ça va saigner au moment où vous ferez la police. Oui, j'ai deux petites questions. La première, c'est il y a des patients qui ne supportent pas les nouveaux anticoagulants en pérose, ça existe, puisqu'ils sont mieux, des fois, sous des paris de voie moléculaire ou bien sous anticoagulants. Et la deuxième question, est-ce que dès qu'on suspecte une embolie pulmonaire, par exemple, augmentation des pédimères, facteur de risque, pas de syndrome inflammatoire et scintigraphie, on n'a pas le temps d'avoir un scanner tout de suite, un scanner. Est-ce qu'il faut hospitaliser systématiquement les gens, même s'ils ont des micro-emboles ou des choses limitées? Parce que les hôpitaux ne peuvent pas prendre tous nos patients, et des fois, ils vont aux urgences de malades, ils font un scanner, ils ne voient pas les petits micro-emboles, ils vont rentrer chez eux, on est un peu coincé dans cette affaire. Ouais. Alors, la première chose, donc les AOD, il n'y a pas plus d'effets secondaires rapportés, mais c'est un médicament. Alors, donc oui, vous pouvez très bien avoir des gens qui ne supportent pas très bien ce qu'on décrit. Alors, la première des complications, c'est l'hémorragie. Hein. Parfois, sous AOD, ils ont un petit peu plus de saignement des gencives, mais c'est transitoire en général. La deuxième chose, c'est effectivement, il y a des syndromes de fatigue qui sont décrits de temps en temps par certains patients. On a vraiment vu ça, nous, et c'est très peu de patients. C'est souvent transitoire. Mais après avoir, et encore une fois, donc c'est pas une histoire d'être pour ou contre, hein, c'est d'abord, ils sont déjà quasiment majoritaires en termes de prescription, c'est histoire de se simplifier la vie quand même aussi, mais bien entendu, si un patient dit qu'il a du mal à tolérer tel produit, il faut en mettre un autre. Par contre, j'ai pas vu que c'était les mêmes réactions entre l'apixaban et le rivaroxaban, donc vous pouvez passer de l'un à l'autre. Mais s'ils préfèrent avoir des AVK, oui. Alors par contre, moi j'ai juste une seule chose à dire, si les patients veulent des AVK, bien sûr ils peuvent. Mais à mon avis, il y a un seul AVK qui devrait être utilisé, c'est la warfarine. C'est le seul sur lequel, voilà, et c'est le seul sur lequel on avait donné tout ce qu'on sait des AVK, c'est la warfarine. Et quand on pense mettre un AVK en se disant, pour les femmes enceintes, ok, ça passe pas dans les maternelles, on ne le sait qu'avec la warfarine, ça n'a jamais été démontré avec le Prévistan ni le Syntron. Donc ça, c'est des choses, mais bien sûr que le patient a son choix, et encore une fois, si peu que le patient ait des gens autour de lui, le pharmacien qui va lui dire mais comment ça, on vous a prescrit des AOD, quel scandale, etc. Enfin bon, c'est bien. Donc bon, ça va venir. On peut lutter encore bien longtemps contre l'évidence sur les faits. Moi, ça ne m'intéresse pas le reste, mais c'est les faits, c'est le risque hémorragiquement. On peut lutter encore, on peut continuer. Et voilà, 6000 morts par an par hémorragie grave sous AVK, c'est quand même pas brillantissime en France. Donc là, on a potentiellement la possibilité de réduire de 30% ce risque de décès. Et puis, la deuxième question... Oui, les patients qui ont des signes... Oui, voilà, la prise en charge ambulatoire. Donc, encore une fois, on fait en fonction du contexte dans lequel on est. Effectivement, si on respecte bien les choses, probabilité clinique,
score de probabilité clinique, j'imagine que tout le monde le fait, je ne doute pas. On aurait dû faire un petit quiz avant. Ensuite, la technique de Dedimer, pour lequel on vous a bien donné un seuil, et puis vous savez qu'en plus on peut les ajuster à l'âge d'aujourd'hui. Et que si avec ça, il faut continuer à aller aux autres examens, la scintigraphie, moi j'adore la scintigraphie, donc vraiment ça ne me pose aucun problème. Vraiment, j'envoie pas quelqu'un aux urgences pour qu'il ait un scan, j'adore la scintigraphie, je suis biologue donc j'aime la scintigraphie. C'est les urgentistes qui n'aiment pas trop la scintigraphie, mais sinon les pneumologues ils aiment. C'est plus facile d'avoir un scan. Mais c'est beaucoup plus facile, voilà. Le problème de la scintigraphie, malgré tout le monde ne l'a pas. Mais le scan nous pose des problèmes sur, quand même, c'est un scan sur 10 qu'on ne peut pas interpréter. Donc, si vous avez un patient sans aucun critère de gravité et que vous tenez bien la situation, de toute façon, vous l'envoyez faire l'examen, vous êtes sûr qu'il revient, etc. On est dans l'ambulatoire, mais vous voyez que du coup, ça a nécessité quelques heures de contact avec ce patient. Et que ensuite, s'il faut traiter, il va falloir passer un peu de temps pour lui expliquer ce que c'est que ces traitements, comment ça se passe, etc. Donc, le concept, pourquoi je dis sortie précoce dans les 24 heures et que j'aime pas le mot ambulatoire, d'une part, on ne peut pas dire, dans le cadre des présentations, on ne peut pas dire l'ambulaculaire c'est une maladie grave qui tue 2 fois plus que l'infarctus aujourd'hui, quand même. On ne peut pas dire ça d'un côté, il faut des filières ultra spécialisées, des filières de soins, une parcours de soins, enfin la tartine. Et de l'autre côté, dire on peut y aller en ambulatoire, la fleur au fusil, c'est pas un problème. Donc, moi je préfère parler de sortie précoce dans les 24 heures, mais ça veut dire surtout contexte d'expertise sur ces 24 premières heures, où on est sûr qu'il y a ou il n'y a pas, et s'il y a, surtout on est sûr qu'il y a bien une embolie pulmonaire, et que le traitement est bien prescrit et bien compris par le patient. On sécurise, et ça c'est un processus qui se fait sur quelques heures. Mais que ce soit à l'hôpital ou pas, moi je vois des gens en hôpital de jour pour des embolies pulmonaires, ils sont en hôpital de jour, ils vont aller prendre leur repas au salon, machin, etc. Ils ne sont pas dans un lit coincé, et tout se passe très bien. Donc, donc si vous avez une structure pour qu'effectivement le malade puisse aller et revenir facilement, vous l'aurez eu quelques heures, finalement quasiment sous la main. Et sur le plan médico-légal, le fait de ne pas l'hospitaliser. Non, il n'y a pas d'aspect médico-légal, il n'y a pas là-dessus, non, il n'y a pas d'aspect médico-légal en soi. Mais, encore une fois, la grande prudence sur la prise en charge ambulatoire. Le risque, c'est qu'on a sur la scintigraphie des éléments en faveur d'embolie localisée, et on les envoie à l'hôpital, ils font l'angioscanner, il n'y a pas d'embolie pulmonaire, le patient il sort. Oui. Sans aucun traitement, sans rien du tout. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Alors, encore une fois, la scintigraphie, si elle est... c'est à réinterpréter toujours avec une probabilité clinique. Je n'y peux rien. Si vous avez une probabilité clinique faible et que vous avez une scintille faible, parce que une scintille normale c'est rare, de toute façon vous avez exclu l'embolie pulmonaire. On sait que ces patients, les séries qui ne sont pas traitées, ça se passe parfaitement bien. Et même si vous avez une probabilité clinique intermédiaire et une scintigraphie de faible probabilité de Lepel, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Et donc il n'y a même pas besoin de faire d'angioscan, puisque effectivement l'angioscan va dire effectivement il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Donc ce qui compte, c'est au départ toujours la probabilité clinique. Il y a des algorithmes maintenant qui sont très bien codifiés, je vais toujours en revenir à ça. C'est pas forcément le scanner et la scintille qui donnent que le point final, c'est pas suffisant. Il n'y en a pas un qui est forcément meilleur que l'autre, c'est pas ça, c'est par rapport à la probabilité clinique. Moi aussi j'ai des embolies pulmonaires, on me dit sur l'angioscan, il y avait un embolie pulmonaire. Je regarde l'angioscan, j'arrive pas à être convaincu, la probabilité clinique n'était pas haute, je vais faire lire avec un bon écran, avec un radiologue expérimenté, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Donc, des petits emboles, n'hésitez pas à communiquer avec des radiologues, des collègues, pour savoir en total est-ce qu'on retient un diagnostic ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez dit que c'était pas si simple que ça de faire le diagnostic de déficit en anticorps de cardiolipide de l'infirmier. Oui, le syndrome des antiphospholipides. Il ne faut surtout pas faire ces dosages-là à la phase aiguë parce que 30% des patients ont une élévation des anticorps anticardiolipides. Il y a aussi les anticorps anti-bêta-2-GP1. Ensuite, donc il faut les anticoagulants lupiques, vous ne pouvez pas les doser non plus tant qu'il y a des anticoagulants. Globalement, il faut arriver à faire ça en dehors de tout traitement anticoagulant. Mais donc il faut déjà faire ça à 3 mois de l'épisode aigu. Ensuite, il faut reconfirmer ça plusieurs mois après.
Donc c'est pour ça que c'est un diagnostic difficile, parce qu'il faut faire les anticorps, les anticoagulants lipides, les tests, notamment en venin de serpent. Et donc il faut répéter ces tests, et il faut qu'on soit sur des taux en plus qui soient suffisamment élevés. Donc c'est un diagnostic qui n'est pas facile, et vraiment, parler de syndrome des antiphospholipides, il faut vraiment référer à des gens qui connaissent ça, donc des internistes par exemple, ne pas hésiter, si vous n'êtes pas sûr, à en parler pour déterminer si oui ou non c'est un syndrome des antiphospholipides, parce que si c'est un syndrome des antiphospholipides, c'est traitement à vie. Ils font aussi des thromboses artérielles, ils ont une mortalité accrue, on traite à vie. Mais par contre, le contexte de j'ai une élévation à 2 fois la normale des anticorps anticardolipides de façon isolée, ça, aujourd'hui, ça n'est pas suffisant pour recommander un traitement à vie en soi. Et ça n'est pas un syndrome des antiphospholipides, on ne se situe pas sur la même catégorie de risque. C'est pour ça que c'est, d'une part, est-ce qu'il y a une élévation réelle des anticorps, c'est une chose, et ensuite, est-ce que c'est réellement très augmenté, de façon répétée, pour être à même de parler de syndrome des antiphospholipides, et à ce moment-là, traiter à vie. Je voulais dire qu'il y avait un intervenant dont on n'a pas parlé, c'est les angéliologues. Il y en a, chez nous, il y en a partout. Donc dès qu'il y a une suspicion de phlébite et tout ça, les gens malades sont directement envoyés chez l'angéliologue, qui mettent sous anticoagulants et qui laissent partir dans la nature. Et nous, on les voit souvent plus tard avec des séquelles pulmonaires ou des choses comme ça. Alors, je ne sais pas quelles sont les guidelines, si ça s'applique aux angéliologues. Chez nous, c'est des gens très actifs. Hein. Alors, donc, on appelle maintenant cette spécialité médecin vasculaire, hein, c'est ça, pour être précis. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'embolie pulmonaire, c'est le domaine de la électrolyte veineuse. On est pluridisciplinaire. Il y a des hématologistes, il y a des internistes, il y a des urgentistes, il y a des cardiologues, il y a des pneumologues, et donc, et il y a des médecins vasculaires. Et donc, il faut arriver à être cohérent. Là, je n'ai parlé que de l'embolie pulmonaire, et notamment dans la stratégie diagnostique, les codoppler est codifié. Effectivement, si on a une suspicion d'embolie pulmonaire, on peut très bien faire un échodoppler, notamment s'il y a une thrombose proximale, on sait que c'est diagnostic pour l'embolie pulmonaire. Il faut qu'il y ait eu effectivement un point de fait avec quelqu'un qui est plus centré sur le cardio-thoracique, cardiologue, pulmonaire, etc. Après, quelqu'un qui vient chez l'angiologue parce qu'il a juste mal à une patte, mais vraiment il n'y a aucun signe respiratoire, là on est dans une situation où il n'y a pas du tout de recommandation de faire systématiquement une scintigraphie ou un angioscanne. Donc c'est le symptôme qui guide le diagnostic et le traitement. C'est une BPCO évoluée. Alors, moi je crois qu'après, peut-être qu'on est très bien organisé à Brest, mais moi, les angiologues, je les ai régulièrement au téléphone. C'est effectivement, quand ils ont un doute avec un patient, typiquement BPCO, dont ils se disent j'arrive pas trop à savoir si c'est aggravé ou pas, je préférerais quand même que vous regardiez s'il n'y a pas un problème d'embolie associé, alors que le patient ne décrit pas forcément, mais nous, en tout cas, on va voir le patient, on va s'en occuper. Mais donc, il faut arriver à communiquer. Je crois que c'est surtout ça, c'est la disponibilité après, avec les spécialités. Mais les angiologues aujourd'hui font partie du pool de prise en charge. C'est quand même des fois très commode de pouvoir faire l'échodoppler chez quelqu'un qui aura une contre-indication à l'iode ou quoi que ce soit. Donc on peut faire l'échodoppler. Si ça montre une proximale, on sait que c'est une embolie pulmonaire. Et donc on est bien dans des complémentarités. Hein. Mais après, oui, je ne sais pas bien comment ça se passe un peu en local. Hein. Mais ça concerne tout le monde, ce que je viens de dire là, ça concerne toute personne impliquée dans la prise en charge de la maladie thrombolytique veineuse. Et c'est bien pour ça que moi je vois quasiment autant d'embolie pulmonaire que de thrombose veineuse profonde. Dans ma spécialité de pneumologue, pourtant on m'adresse bien les phlébites aussi. Parce qu'on est dans une entité. Même si celle que je préfère, c'est l'embolie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en cancérologie. Attendez le micro pour que tout le monde puisse entendre, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'en cancérologie, on va avoir des études AOD versus AMPTL? Plein. Donc, bien sûr que là, ça va se faire. C'est très important, je crois, mais c'est même sûr, de travailler sur les sous-populations d'intérêt. Il va y avoir un essai académique chez les insuffisants rénaux, un PHRC de Patrick Pispetier à Saint-Étienne. Et puis là, il y a, pour chaque molécule, il va y avoir des gros essais. Des gros essais sont d'ores et déjà en route
pour évaluer les AOD chez le patient cancéreux. Alors, encore une fois, il y aura des limites, on peut pas, il y a des chimiothérapies, il y a des interactions, des choses. Et puis, j'allais dire en pratique, je dis que j'en ai pas parlé, on peut pas mettre les AOD en pratique. Bon. Qu'est-ce qui se passe quand même? Il y a du cas par cas, enfin, la médecine c'est ça. Et par exemple, vous avez, dans le cas du cancer du sein, donc vous mettez le tamoxifène pour 5 ans minimum aujourd'hui. Il y a une embolie qui se produit, il ne faut surtout pas arrêter le tamoxifène, bien sûr, il faut poursuivre le tamoxifène. Il ne faut pas arrêter le tamoxifène en se disant je vais mettre l'arimidase qui ferait peut-être moins thrombosé, c'est faux. Et puis on va priver de chance de guérison. Donc on poursuit le tamoxifène, on poursuit les anticoagulants. Si en plus il y a eu l'écurage, etc., qui est difficilement piquable, moi j'ai vu des femmes qui étaient piquées au pied quand même, enfin je veux dire on est dans des trucs, là, Et bien là, après 3 mois ou 2-3 mois d'HVPL, tout s'est bien passé, il n'y a pas de récidive de cancer, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse ou quoi que ce soit, ben, on peut au cas par cas basculer sous AOD dans ces situations-là, bien évidemment. Hein. Mais pour le patient cancéreux sous chimiothérapie active, des populations, les essais sont en cours là, ça y est, c'est lancé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait levé la main au fond. Non? Pas d'autres endroits? Oui. Une question s'il vous plaît. Parce que nous, dans les pays, par exemple Madagascar, nous avons beaucoup de thrombose veineuse profonde chez les patients tuberculeux qui sont sous antituberculeux. Quelle est votre recommandation? Et surtout sur la durée du traitement. Oui, alors ça c'est une très bonne, c'est vraiment une bonne question parce que ça renvoie à ces pathologies inflammatoires qui effectivement peuvent être prothrombotiques. Hein. Ça n'a pas toujours été très bien montré. Pour le coup, pour la tuberculose, c'est pas du tout répertorié comme un critère classique et pourtant je souscris totalement à votre observation. Alors le problème, c'est que lorsqu'on va mettre de la rifampicine, c'est formellement contre-indiqué de mettre un AOD. Parce que la rifampicine, c'est un inducteur enzymatique très puissant. Donc c'est la warfarine qu'il faut mettre. Ensuite, la durée de traitement, parce qu'on est là, on est à la fois avec un facteur inflammatoire qui amène au processus thrombotique, par contre, ça va quand même guérir dans le temps. Donc là, on est typiquement sur des durées de traitement qui vont être de 6 mois minimum. Hein. Et j'allais dire qu'on peut appliquer tant que le problème persiste. Dans le nom de tuberculose, quand même, sur les premières semaines et les premiers mois, on arrive à maîtriser les choses, mais parfois, je pense que ça peut être beaucoup plus compliqué. Et donc, tant qu'il y a de la réduction de mobilité, qu'il y a des complications, enfin bref, il y a des problèmes, qu'on est sur des tuberculoses un peu résistantes ou quoi que ce soit, on est potentiellement amené à traiter ces patients 1 an, 2 ans dans certains cas, tant que voilà, la situation inflammatoire n'est pas contrôlée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, merci beaucoup Francis d'être venu jusqu'à nous. Vous avez tous rendez-vous à 14h30, reprise des sessions. Voilà, merci.